Bonjour à tous, aujourd'hui on démarre un nouveau chapitre, le chapitre 10, le calcul littéral. Alors c'est un chapitre qui est super important, enfin je dis pas que les autres ne le sont pas, ils sont tous autant importants les uns que les autres, mais celui-là, pour moi, il est encore plus important. C'est une des parties qu'il faut absolument intégrer, qu'il faut connaître. Ça m'embête d'ailleurs justement qu'on le fasse à distance, j'aurais préféré le faire avec vous, mais si vous suivez correctement les vidéos, que vous faites bien les activités, les exercices, etc., ça ne devrait pas vous poser de problème. Je vous dirai de toute façon les choses essentielles à connaître, à apprendre, et puis ça va bien se passer. Donc le calcul littéral, alors pourquoi il est important? Parce que c'est une des techniques qui va vous servir pour tout ce qui est matière plus scientifique. On s'en sert beaucoup en physique-chimie, en SVT, en mécanique, etc. C'est la base, hein, toutes les formules de calcul, etc. sont toutes basées sur le calcul littéral. Bien, alors, le manuel pour commencer, c'est page 95 à 113, donc encore une fois, je vous le dis, hein, dans cette période de confinement, enfin pas de confinement, plus de confinement, mais dans cette période d'école, de classe d'école à la maison, il faut absolument que vous alliez voir, votre manuel. Ça vous permet d'avoir un autre regard, une autre vision. Toujours bien d'avoir plusieurs méthodes, plusieurs sources pour pouvoir vraiment comprendre les choses. Alors l'objectif de ce premier chapitre sur les règles de base du calcul littéral, ça va être d'être capable d'utiliser une formule ou une expression algébrique pour résoudre un problème. Et également de connaître les conventions d'écriture en calcul littéral. Ça c'est très important, ça fait partie des choses qu'il faudra bien connaître, ce sont les conventions d'écriture. Alors on démarre avec l'activité 1. L'activité 1 qui est en fait l'activité découverte numéro 1, page 96 de votre manuel. Si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à la faire. Vous mettez la vidéo sur pause. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande sur cette activité? On nous dit en France, on utilise communément le degré Celsius pour mesurer la température, mais il existe d'autres unités de mesure, comme le degré Fahrenheit par exemple, qui est utilisé aux États-Unis. C'est une autre unité de mesure. Donc voici comment convertir une température en degré Fahrenheit en degrés Celsius et inversement. Donc quand j'ai la température en degrés Fahrenheit, pour avoir la température en degrés Celsius, donc c'est la température en degrés Celsius, on prend la température en degrés Fahrenheit, on lui enlève 32 et on le divise par 1,8. Et de la même façon, pour avoir la formule en degrés Fahrenheit, on prend la température en degrés Celsius, on la multiplie par 1,8 et on lui ajoute 32. Classer les températures données par Pierre et John de la plus chaude à la plus froide. Alors comment je peux faire? Donc Pierre il dit j'habite à Montpellier, aujourd'hui il fait très froid, le thermomètre affiche moins 10 degrés. Donc déjà on a moins 10 degrés Celsius. Dans mon pays, la température la plus froide a été enregistrée à Mout, dans le Doubs, en 1985 avec moins 41 degrés Celsius. John, qu'est-ce qu'il dit? Hello, dans ma ville de Chicago, il faisait moins 4 degrés Fahrenheit hier. Et le record de froid est de moins 25 degrés Fahrenheit. Alors je ne peux pas classer des degrés Celsius avec des degrés Fahrenheit. Hein. Si je veux moi classer ces températures, en fait, je ne peux pas les classer puisque ici j'ai des degrés Celsius, ici j'ai des degrés Fahrenheit. Sinon je serais tenté de dire, la plus petite c'est celle-là, puis après c'est celle-là. Enfin la plus grande, là on est dans des températures négatives. Hein. Donc la plus petite, on va dire que c'est celle-là, après ce serait celle-là, puis après ce serait celle-là, puis après ce serait celle-là, la plus froide. Et celle-là, la moins froide, on va dire, parce que moins 4 degrés Fahrenheit, c'est quand même pas très chaud. Donc nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse tout convertir, soit tout convertir en degrés Fahrenheit, soit tout convertir en degrés Celsius. D'accord? Donc imaginons qu'on convertisse en degrés Celsius. Si je veux convertir ça en degrés Celsius, on a dit que pour avoir des degrés Celsius, on doit remplacer ici F par la température en degrés Fahrenheit, et on calcule l'opération. Ça ferait quoi ça? Ça ferait C égale, donc moins 4, moins 32, sur 1,8. D'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait moins 36. Hein, je rappelle que moins 4, moins 32, ça fait moins 36. Moins 36 sur 1,8. Et ça fait moins 20. D'accord? Donc moins 4 degrés Fahrenheit, ça correspondrait
à moins 20 degrés Celsius. OK? Si je le fais avec 25, moins 25, donc C égale, donc ça c'est C indice 4 et C indice 25, hein, j'aime bien le préciser. C'est donc moins 25, moins 32 sur 1,8. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 57 sur 1,8. Donc ça, vous pouvez le calculer avec la calculatrice. C'est environ égal à 31,7. 31,7. Donc, moins 25 degrés Fahrenheit, ça correspond à peu près à moins 31,7 degrés Celsius. Donc là, maintenant, je peux les classer par ordre croissant, de la plus chaude à la plus froide. La plus chaude, c'est combien? Donc j'ai moins 10, moins 41, moins 20 et moins 37. Donc la plus chaude, ce serait moins 10 degrés, qui serait plus grande que quoi? Que moins 20 degrés Celsius, donc moins 4 degrés Fahrenheit. D'accord? Ça correspond à moins 20 degrés Celsius aussi. Hein. Qui est elle-même plus grande que moins 25 degrés Fahrenheit. Et qui est elle-même plus grande que moins 41 degrés Celsius. Alors j'aurais très bien pu également les convertir en degrés Celsius, tout convertir plutôt en degrés Fahrenheit. Hein. Moi j'ai converti en degrés Celsius parce que c'est la mesure que nous connaissons, mais les États-Unis qui fonctionnent beaucoup en degrés Fahrenheit, on pourrait traduire tout en degrés Fahrenheit. Par exemple, si je peux dire, allez, je vais le faire. Donc si je traduis 10 degrés Celsius en degrés Fahrenheit, ça fait quoi? Ça fait F10, je vais l'appeler. C'est égal à 1,8 fois la température en degrés Fahrenheit, donc fois moins 10. Et j'ajoute à ça 32. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 18 plus 32. Donc ça c'est égal à 14. Donc moins 10 degrés Celsius, ça correspond à 14 degrés Fahrenheit. Et si je regarde moins 41 degrés Celsius, c'est 1,8 fois moins 41 plus 32. Donc 1,8 fois moins 41, bon, on va la calculer. Hein. Ça fait moins 73,8 plus 32. Et c'est égal à moins 41,8. Donc ça veut dire que moins 41 degrés Celsius, ça correspond à moins 41,8 degrés Fahrenheit. D'accord? Donc maintenant on me dit s'il fait 32 degrés, Fahrenheit, que dois-je prévoir? Un blouson ou un maillot de bain? Ben, il faut faire le calcul. Hein. Donc on va convertir 32 degrés Fahrenheit. On va le convertir en degrés Celsius. Donc C de 32 en fait, hein, je vais dire, hein, parce que la température en degrés Celsius pour 32 degrés Fahrenheit, ce serait donc F-32 sur 1,8. Donc 32 moins 32 sur 1,8. Bon, ben, je ne vais pas faire le calcul, hein. 32 moins 32, ça fait 0. 0 divisé par 1,8, ça fait toujours 0. Donc 0. Du coup, 32 degrés Fahrenheit correspond à 0 degrés Celsius. Donc là, je ne sais pas vous, mais moi je prévois plutôt un blouson qu'un maillot de bain. Hein. Ensuite, on me demande quelle est la température la plus chaude. Et bien pour ça, je suis obligé de calculer, de convertir en fait à chaque fois, hein, soit les 46 degrés Celsius, soit, enfin les moins 46 degrés Celsius, soit les moins 49 degrés Fahrenheit. Eh bien allez, on y va. Donc, pour le petit a, allez, moi je convertis, tiens, moins 46 degrés Celsius. Donc on va voir F pour moins 46 degrés Celsius. Combien ça fait? Donc on me dit, c'est 1,8
fois moins 46 plus 32. Donc 1,8 fois moins 46, ça fait moins 82,6, 8, pardon, moins 82,8 plus 32. C'est égal donc à moins 50,8. Donc, moins 46 degrés Celsius, ça correspond à moins 50,8 degrés Fahrenheit. Donc, c'est plus froid que moins 49 degrés Fahrenheit. C'est inférieur à moins 49 degrés Fahrenheit. Si je fais pour le petit b, si je prends, ce coup-ci, on va convertir les degrés Fahrenheit, donc 50 degrés Fahrenheit, ça correspond à quoi? Je vais faire, donc C de 50 degrés Fahrenheit, c'est égal à, donc je prends l'autre formule, c'est cette fois-ci, F-32 divisé par 1,8, donc 50 moins 32 sur 1,8, j'obtiens 18 sur 1,8, c'est égal à 10. Donc C, donc 50 degrés Fahrenheit, correspond à 10 degrés Celsius. Et enfin, un petit c, donc 10 degrés Celsius, j'ai pas encore comparé, du coup c'est 50 degrés Fahrenheit, c'est inférieur à 12 degrés Celsius. Et enfin, 5 degrés Celsius, donc c'est pareil, je vais faire pareil que je vais faire l'autre comme en inverse. F de 5 degrés Celsius, c'est égal à 1,8 fois 5 plus 32. Donc 1,8 fois 5, c'est 9, plus 32 égale 41. Donc 5 degrés Celsius correspond à 41 degrés Fahrenheit. Donc c'est égal, en fait. D'accord? 5 degrés Celsius égale... oui, ce que je viens d'écrire au début, mais là j'écris donc ce qu'on me demandait. On me demandait laquelle est la plus grande. En fait, il n'y en a pas une qui est plus chaude que l'autre, puisque ce sont les mêmes. Voilà. Allez, on regarde maintenant la suite. Du coup, définition. Là, alors c'est important ça aussi, les définitions. Une expression littérale est une expression mathématique. Alors tout ça, c'est le texte à trous que vous auriez dû remplir. Je vous ai tout rempli. Donc une expression littérale est une expression mathématique qui comporte une ou plusieurs lettres ainsi que des opérations. C'est comme là, en fait. On avait dans les formules de calcul, vous voyez bien qu'on a des lettres et des opérations. Ok? On a des lettres et des opérations. Ces lettres désignent des nombres. D'accord? C'est juste la lettre là, en fait, désigne un nombre, et c'est ce nombre. Et ce nombre-là, en fait, il peut varier. Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est donc attribuer un nombre à chaque lettre de l'expression afin d'effectuer le calcul. C'est ce qu'on a fait ici. En fait, à chaque fois, pour calculer chaque fois la valeur, on a remplacé la lettre par un nombre. Et on trouvait la valeur correspondant à ce nombre-là. Convention d'écriture maintenant. Dans une expression littérale, on remonte un peu, voilà. Dans une expression littérale, on peut supprimer le signe multiplié lorsqu'il est placé devant ou derrière une lettre. Et lorsqu'il est placé devant ou derrière une parenthèse, ou lorsqu'il est placé entre deux lettres. Alors ça, on l'avait déjà vu en activité mentale, mais maintenant on l'institutionnalise. Donc si on a en fait par exemple, si j'ai A fois B plus C, je peux l'écrire, voire même je dois l'écrire, on va dire, A, B plus C. D'accord? Je sais que si j'ai rien entre une parenthèse et une lettre, ça veut dire que c'est un fois. De la même manière, je peux très bien avoir 2 fois B plus C, auquel cas je vais l'écrire 2 B plus C. Je peux très bien avoir aussi A fois B, auquel cas je vais l'écrire AB. D'accord? C'est entre deux lettres. Ensuite, les nombres s'écrivent devant la lettre. Oui, on n'écrit pas... Alors, B fois 2, c'est pas faux, mais la convention d'écriture, une convention d'écriture, c'est bien pour dire que c'est des règles, en fait, où on s'est tous mis d'accord, et du coup, c'est comme ça que ça se fait. B fois 2, on ne l'écrit pas comme ça, on va l'écrire 2B. D'accord? J'enlève le multiplié, et
je mets le nombre toujours devant la lettre. Alors, par exemple, ici, on a, par contre, ceux-là, je ne vous les ai pas complétés. Hein. 1 fois A, c'est égal à quoi? C'est égal à A. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu hein, dans les activités mentales. 0 fois A, c'est égal à 0. A fois A, c'est égal à A au carré. Et A fois A fois A, c'est égal à A au cube. Allez, maintenant, on va faire les exercices 10, 1, 4. Donc, la partie avec la série d'exercices 1, 6, 7, 8, 9, 13, 55, 57, etc. Donc, si vous ne les avez pas fait, toujours pareil, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et les faire au fur et à mesure et regarder la correction avec moi. Je rappelle que ça ne sert à rien de me regarder faire les exercices. C'est pas comme ça qu'on apprend. Allez, c'est parti. Donc, on commence par l'exercice 1. Calculer les expressions suivantes pour x égale moins 2. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Hein, on a des formules. Et pour chacune de ces formules, on remplace tout simplement le x par la valeur numérique qu'on nous demande. Donc là, nous, c'est 2x. 2x, ça correspond à 2 fois moins 2. C'est égal à moins 4. Petit b, 7 plus 5x. Donc vous remarquez, hein, on ne met pas à chaque fois le fois ici. Par contre, moi, je le remets à partir du moment où j'ai remplacé par le nombre. Sinon, on ne comprendrait pas. Si je mettais ici juste 2, on ne sait pas si c'est 2 moins 2. On ne sait pas si c'est 2 moins 2, s'il faut faire une soustraction, etc. Donc, on met bien le 2 fois moins 2. Et même, j'aurais pu le mettre entre parenthèses pour que ça soit plus efficace. Donc, ça fait moins 4. 7 plus 5x, donc ça fait 7 plus 5 fois moins 2. Donc, c'est égal à 7 moins 10. Hein, d'accord, parce que c'est 7 plus moins 10, donc je mets directement 7 moins 10. C'est égal à moins 3. Petit c, x au carré, c'est égal à moins 2 au carré. Attention, c'est pas moins 2 au carré, hein, c'est moins 2 au carré. Donc c'est égal à moins 2 fois moins 2. Je vous rappelle, hein, donc ça devient 4, puisque j'ai moins. Hein, le produit d'un nombre négatif est positif. Le carré d'un nombre négatif est positif. Petit d, moins x au carré. Alors là, par contre, le moins, il est devant. Donc c'est moins x au carré. Donc je calcule x au carré, et à la fin, je lui affecte le signe moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré, on l'avait déjà calculé, en plus on sait que c'est 4. Donc moins x au carré, c'est moins 4. X au cube, c'est égal à moins 2 au cube. Donc allez, je vous le développe complètement. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc j'ai combien de fois? J'ai 1, 2, 3 fois le signe moins. Donc ça va être négatif, d'accord? Parce que moins par moins, là, moins fois moins, je vais trouver plus. Et là, plus fois moins, ça va faire moins, des signes différents. Et 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc c'est égal à moins 8. Et enfin, petit f, 4 moins x, c'est 4 moins 2. Donc 4 plus 2, donc c'est égal à 6. Ensuite, on fait l'exercice 6 à présent. Calculer l'expression a moins b au carré moins a au carré plus 2ab lorsque a égale 6 et b égale moins 4, et a égale moins 2,4 et b égale 1,5. Eh bien, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer chaque fois les lettres, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai a, là, pour le petit a par exemple, chaque fois que j'ai a ici, je vais marquer 6. Chaque fois que j'ai b, je vais marquer moins 4. D'accord? Donc, moi, ce que je fais toujours, hein, je réécris l'expression, comme ça au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, a moins b au carré moins a au carré plus 2 ab. Donc, on me dit pour a égale 6, donc chaque fois que j'ai a, je mets 6, et b égale moins 4. Et chaque fois que j'ai b, je mets moins 4. Donc, moins 4, je vais laisser comme ça pour l'instant. Enfin, je vais mettre les parenthèses, j'aime pas bien mettre deux moins à côté. Donc ça, c'est entre parenthèses, au carré, moins, là j'ai a, donc 6, au carré, plus 2 fois a, donc 6, fois b, donc moins 4. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à faire le calcul. Hein.
Donc si je fais mon calcul maintenant, ça fait quoi? Ça fait 6 moins 4, donc 6 plus 4. Allez, je vais le... Bon, on va quand même pas, on va pas le détailler autant. 6 plus 4, ça fait 10. Allez, hop, 10 au carré. Moins 6 au carré, ça fait 36. Plus 2 fois 6, 12. 12 fois moins 4, moins 48. Donc plus, moins 48. Ok? Donc ça fait quoi ça? Maintenant, si je continue, 10 au carré, ça fait 100. 100 moins 36, ça fait 64. Donc 64 moins 48. 64 moins 48, c'est égal à 16. Ok? Maintenant, si on fait pour A égale moins 2,4 et B égale 1,5, ben je fais la même chose, mais je remplace ce coup-ci tous les A par moins 2,4 et tous les B par 1,5. Alors on va économiser un peu de papier, je vais le faire à côté là. Donc rebelote, je réécris moi, hein, j'aime bien, comme ça au moins j'écris juste en dessous à chaque fois la valeur, et c'est parfait. Comme ça je fais au fur et à mesure, plus 2AB. Alors A, on a dit moins 2,4, B 1,5, donc moins 2,4, moins 1,5, au carré, moins A au carré, A c'est moins 2,4, moins 2,4 au carré, plus 2 fois moins 2,4 fois B, donc 1,5. Et allez, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc moins 2,4 moins 0,5, ça fait moins 3,9 au carré. Moins 2,4 au carré, bah, ça faut le calculer. Hein. C'est 5,76. Alors là, du coup, j'ai moins 2,4 au carré. Hein, donc je vais faire quoi? Là, j'ai moins... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. Là, j'ai moins 2,4 au carré. Donc c'est moins 2,4 au carré, donc ça fait plus 5,76. Mais je conserve le moins qui est ici. Donc c'est égal à moins 5,76. D'accord? Plus 2 fois moins 2,4. Donc ça fait moins 4,8 fois 1,5. Ça fait moins 7,2. Plus moins 7,2. C'est bon jusque-là? Alors maintenant, je calcule 3,9, moins 3,9 au carré. Bon, c'est comme si je calculais 3,9, hein, puisque comme je sais que le produit va être positif de toute façon, ça fait 15,21. Le carré, je parle du produit encore, le carré sera positif. 15,21 moins 5,76 moins 7,2. Après, j'ai plus qu'à le calculer, ça. Hein. 15,21 moins 5,76. Donc normalement, ce que je vais faire là, ce que je devrais faire, c'est vraiment tout réunir, tous les nombres négatifs et les nombres positifs. Donc là, j'ai 15,21 moins 12,96. J'ai pas mis de égal, tiens. Donc, toujours, ouais, égal, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais il faut le mettre, puisque c'est une égalité à chaque fois, forcément. 15,21 moins 12,96, c'est égal à 2,25. D'accord? Donc 16 et 2,25. Si vous n'avez pas trouvé ça, ben c'est qu'il y a une erreur quelque part dans vos calculs. Donc vous revoyez bien vos calculs et vous regardez. Hein. Moi j'ai à peu près quand même tout détaillé, même si c'est un peu... Alors c'est pas très bien écrit à chaque fois, hein, mais c'est lisible. Allez, exercice 7 à présent. Alors on me demande d'écrire au moins deux expressions différentes qui permettent de calculer l'aire du rectangle ADCB. Alors qu'est-ce que c'est déjà la formule de calcul de l'aire du rectangle? Ben, c'est longueur fois largeur. D'accord? Bon, ben voilà, donc ADCB, moi qu'est-ce qu'il a? Je vois que pour calculer l'aire, je vais faire par exemple AD fois AB, d'accord? L'aire de ADCB est égal à, donc on va dire AB fois AD. D'accord? Si je regarde AB, AB c'est quoi? C'est Y, d'accord? Donc AB c'est Y.
Donc l'air, c'est Y fois AD. Et AD, c'est quoi? C'est 5 plus X. D'accord? On voit bien là, ici. Hein. Ici, j'ai X. Ici, j'ai 5. ED fait 5. AE vaut X. Donc, c'est 5 plus X. Donc, quand on me demande de trouver deux expressions différentes, hein, c'est forcément, bien entendu, en fonction de X et Y. Hein. Donc, AD, on a dit que c'était 5 plus X. Donc, il y en a une première formule qui serait Y fois X plus 5. Donc on a dit qu'on enlevait le fois, on enlève le signe du multiplié entre la parenthèse et la lettre, donc ça fait Y facteur de X plus 5. On dit ça aussi, on dit comme ça, on dit Y facteur de X plus 5. Et la deuxième façon de l'écrire, c'est par rapport à la distributivité en fait. Hein. C'est de dire que là, moi, Y fois X plus 5, c'est Y fois X plus Y fois 5. Donc, c'est aussi égal à YX plus 5Y. Donc, vous remarquerez que je mets le nombre avant la lettre. Hein. Donc, soit sous cette forme-là, sous forme factorisée, en fait, ce qu'on appelle, on verra après ce que c'est que la forme factorisée, soit sous la forme développée, donc où j'ai distribué à chacun mon Y. OK? 8 à présent. Associer chacun des programmes de calcul à l'expression littérale qui lui correspond. Alors, comment on va faire là? Choisir un nombre. Ajouter 8 multiplié par 2. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit on le fait directement, cette application, on met l'expression littérale, on construit l'expression littérale en fonction du programme qui a été marqué. Comme ça, c'est le plus simple. Hein. Et après, on va vérifier par rapport à celles qui sont proposées. D'accord? Si je prends par exemple, je dis choisir un nombre. Choisir un nombre. X. Ajouter 8. Je lui ajoute 8. Et multiplier par 2. Donc si je le multiplie par 2, ça veut dire que je multiplie tout ça par 2. Donc fois 2. D'accord? Donc maintenant je l'écris sous forme sous la forme conventionnelle qu'on a dit, c'est-à-dire avec le nombre avant, et la suppression du multiplié, ça fait 2x plus 8. D'accord? Et celle-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à la dernière, à celle-là. Donc là, on peut relier ici à ici. D'accord? Ensuite, si je fais le deuxième, choisir un nombre. Allez, rebelote. Donc x, je multiplie par 2. Donc fois 2, donc c'est 2x. Et j'ajoute 8. Donc ça fait, donc si j'ajoute 8, ça fait 8 plus 2x. Ou mieux, parce que normalement on met toujours les lettres en premier, égale 2x plus 8. Et 2x plus 8, il est où? Eh bien, il est là. Donc, celle-là, on peut la relier avec celle-là. Donc, la deuxième correspond à 2x plus 8. Et enfin, la dernière, on va vérifier si elle correspond à celle-là. On nous dit choisir un nombre, donc x, lui ajouter le produit de 8 par 2, donc plus 8 par 2. Et voilà, c'est ça, c'est bien x plus 8 fois 2. OK? Allez, on passe maintenant à l'exercice 9. Alors, le coefficient de marée, très utile aux marins. Bon, pas grand-chose. Le coefficient de marée très utile aux marins permet de prévoir la hauteur de l'eau suivant les marées. Il se calcule à l'aide de la formule suivante, C égale H sur 2U. C, c'est le coefficient de marée. H, c'est la hauteur des vagues en centimètres par rapport au niveau moyen de la mer. Et U, il est égal à 5,67. Quel est le coefficient de marée lorsque la hauteur des vagues est de 0,8 mètres? Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que le coefficient de marée, c'est C égale H sur 2U. Bien. Qu'est-ce qu'il me faut, moi? Pour trouver C, il me faut H, il me faut U. Bon. Est-ce que j'ai H?
Alors, H, on me dit que c'est la hauteur de vague. Et on me le demande pour 0,8 mètres. Alors, U déjà, si j'ai U. U, niveau moyen de la mer. U est égal à 5,67, toujours, de toute façon. Donc, on me dit déjà, U, c'est 5,67. Donc, U égale 5,67, il ne bouge pas. Par contre, on me demande maintenant pour une hauteur de vague de 0,8 mètres. Donc, H, c'est la hauteur des vagues en centimètres. Donc, attention, à chaque fois, il faut le mettre dans la bonne unité. Hein. Si on me le donne en mètres, mais qu'il faut que je le mette en centimètres, eh ben, je vais le convertir. Donc, C, c'est égal à quoi? H. H en centimètres, 0,8 mètres, ça fait quoi? Ça fait 80 centimètres. Donc, je vais mettre 80 sur 2 fois 5,67. D'accord? Donc, ça fait 80 sur... Donc 80 divisé par 11,34, ça fait 7,0, environ égal à 7,05. D'accord? Donc, le coefficient de marée, lorsque la hauteur des vagues est de 0,8, donc le coefficient de marée lorsque la hauteur des vagues est de 0,8 mètres, sans S puisqu'il n'y en a pas plusieurs, est de 7,05 environ. Ensuite, on me dit, Lydie affirme que lorsque le coefficient de marée est de 100, les vagues sont à plus de 11 mètres par rapport au niveau de la mer. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Alors, ben, on va voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le coefficient de marée est de 100, donc ça veut dire que 100, d'accord, pour un coefficient de marée, égale H sur 2U. Il faudrait qu'on arrive à trouver H, en fait, vérifier que c'est bien 100. Donc nous, ce qu'on va faire, on va remplacer H par 11, et on va voir à combien est égal le coefficient de marée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 11, on va remplacer H par 11. Alors pas par 11, hein, mais par 1100, puisqu'on est en centimètres. Donc on va faire 1100 sur 11,34. Et on trouve 97. Ça veut dire que si les vagues font 11 mètres, on a un coefficient de marée qui est de 97. Donc pour une hauteur de vague de 11 mètres, on a un coefficient de marée qui est égal à 97. D'accord? Donc ça veut dire que si le coefficient de marée est supérieur à 97, donc il est égal à 100, à ce moment-là, on a des vagues qui seront plus grandes. Donc Lydie a raison. Exercice 13 à présent. Alors, pour connaître sa pointure de chaussure, il faut mesurer la longueur de son pied en centimètres, ajouter 1 et multiplier le résultat par 1,5. Vérifier que cette méthode fonctionne sur soi. Alors, moi j'ai vérifié, j'ai mesuré mon pied, je ne vais pas vous le montrer, hein, mais j'ai mesuré mon pied, il fait à peu près 26,5 cm. Donc, vous mesurez, hein, faites votre pied du talon jusqu'au bout de l'orteil, du gros orteil, si c'est celui-là qui va le plus loin. Et ensuite, il faut vérifier, on nous dit 1 cm, on ajoute 1, donc 26,5 plus 1, c'est égal à 27,5 pour moi. Et on multiplie le résultat par 1,5. Donc si je fais 27,5 multiplié par 1,5, ça fait 41,25. Alors ça marche oui et non, parce qu'en fait je suis juste 42. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, hein, j'ai peut-être mal mesuré. Donc peu importe, écrire une expression littérale correspondant à cette méthode de calcul de la pointure. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait on va vérifier, on va écrire une formule en fait qui permettrait de calculer la pointure, quelle que soit qui permet de calculer la pointure en fonction de la mesure. Donc on va de la mesure en centimètres. Ça veut dire que la mesure en centimètres, ça va correspondre à une lettre.
D'accord? Donc on va l'appeler comment? Ça, on pourrait l'appeler longueur, L. D'accord? L, c'est égal à la longueur du pied en centimètres. Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire à cette longueur de pied? On m'a demandé déjà au départ de ajouter 1. Donc je vais faire L plus 1. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû multiplier le résultat de tout ça par 1,5. Donc j'ai multiplié par 1,5. D'accord? Donc là maintenant, c'est bon, j'ai une formule qui me permet de calculer la taille, enfin la pointure, voilà, excusez-moi. Donc pointure P, on va l'appeler, hein. Donc P égale la pointure. Donc maintenant, j'ai une formule qui me permet de calculer la pointure P en fonction de la longueur. Alors moi, si je veux être un peu plus rigoureux, on a dit qu'on mettait toujours les nombres avant les lettres, donc 1,5 facteur de L plus 1. D'accord? Avec L correspondant à la longueur du pied en centimètres. Maintenant, petit 3, quelle formule, qu'est-ce que je dois rentrer dans la cellule B2 pour programmer le calcul sur un tableur? Eh bien, calcul de tableur, hein, c'est un petit peu, enfin, calcul utilisation d'un tableur. Donc la pointure, elle est dans quoi? Elle est dans la cellule B1, donc ça va devenir B1. Qu'est-ce que je dois faire à ce B1? Je dois lui rajouter 1, donc B1 plus 1. Je mets entre parenthèses, multiplier, alors vous vous rappelez, le multiplier en informatique, c'est l'astérisque comme ça, l'étoile, multiplié par 1,5. D'accord? Pareil, en informatique, la virgule, c'est un point. Donc voilà, donc si j'écris ça, moi vous pouvez essayer chez vous, hein, si j'écris ça dans un tableur, dans la cellule B2, eh bien, je vais retrouver le résultat de ma formule. Après, j'ai plus qu'à tirer, en fait, à tirer jusqu'au bout, à étirer la cellule B2 jusqu'à O2, et ça me permet d'avoir la formule, d'avoir la taille de la pointure, quelle que soit la taille du pied. Voilà. L'exercice 55 à présent, pour calculer différentes valeurs de l'expression 3x carré moins 5x plus 1, quelle formule doit-on rentrer en B2? Alors, en B2, moi, qu'est-ce que je vais devoir rentrer? Ben, je vais faire 3 fois, donc je rappelle, hein, on est sur un tableur, donc le multiplier c'est l'étoile, l'astérisque. 3 fois x au carré, mais x c'est quoi? C'est la valeur qu'il y a dans la cellule A1, d'accord? Donc 3 fois A1, A1 étant la... Dans A1, en fait, j'aurai le contenu de la cellule A1. Donc, non, B2, pardon. Donc B2, donc c'est pas A1, c'est A2 plutôt. Hein. A2, 3 fois A2, A2 au carré. Alors je rappelle le carré en fait, hein, peut-être que vous ne vous souvenez plus, mais c'est comme ça. C'est le chapeau en fait, et 2. Ou alors on peut faire A2 fois A2, ça marche aussi. Hein. Je peux dire que B2 égale 3 fois A2 fois A2. Ça marche aussi. Hein. Donc B2 égale A2, 3 fois A2 au carré, moins, c'est quoi? 5 fois A2, 5x. Donc 5 fois A2, ok, plus 1. Donc j'ai pas besoin de mettre de parenthèse, hein, puisque la multiplication est prioritaire. Donc là, les multiplications vont se faire avant la soustraction. Et là, pareil. Donc c'est bon. Alors, quels nombres vont s'afficher en B2, B3 et B4? Eh bien, je peux le calculer. Hein. Il faut que je calcule, en fait. Il faut que je remplace le x. Donc l'équation, c'est 3x carré. « 3x carré moins 5x plus 1. Donc pour x égale 5, donc ça va être égal à... Pour x égale 5, ça va faire 3 fois 5 au carré moins 5 fois 5 plus 1. Donc ça, c'est égal à quoi? 5 fois 5, 25. 3 fois 25, 75. 75 moins 25 plus 1. Donc c'est égal à 51. Donc pour B2, on va retrouver ça. Pour B3, on va trouver, donc c'est
x égale moins 4, donc 3 fois moins 4 au carré, moins 5 fois moins 4, plus 1. Donc c'est égal à 4 fois 4, 16, 3 fois 16, 3 fois 6, 18, 3 fois 1, 3, 48. 48, moins 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Donc moins 20, donc même plus 20, plus 1. Donc c'est égal à 48 et 20, 68, et 1, 69. B3 égale 69. Et enfin B4. B4, c'est 3 fois 1,6 au carré, moins 5 fois 1,6, plus 1. Alors 1,6 au carré, je ne le connais pas par cœur. Ça fait 2,56, donc 3 fois 2,56, moins 5 fois 1,6, ça fait 8, plus 1. Donc 3 fois 2,56, c'est égal à 7,68, moins 7, donc B4 égale 0,68. Donc B2, ce sera 51, B3, 69, et B4, 0,68. Le 57 à présent, tout corps en mouvement possède une énergie qui dépend de sa masse et de sa vitesse. Cette énergie s'appelle l'énergie cinétique. Vous avez dû la faire déjà en physique-chimie ou vous le ferez incessamment sous peu. Pour la calculer, on utilise la formule EC égale 1 demi de mv au carré, on dit. Donc E, donc énergie cinétique, est égale à 1 demi de mv carré. C'est V qui est au carré, hein, c'est pas mv, c'est que V qui est au carré. Où E, c'est l'énergie cinétique, c'est en joules. M est en kilogrammes, donc c'est la masse la masse du corps en mouvement. Et V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Calculez l'énergie cinétique d'Usain Bolt, athlète de 90 kg qui court à une vitesse de 10 mètres par seconde. Alors, comment je vais faire là? Eh bien, tout simplement, je vais dire que EC, c'est égal à 1 demi de M. Donc M, il me le faut comment? En kilogrammes. Donc ça tombe bien, 90. Donc 1 demi multiplié par 90. Et V, il me la faut en mètres par seconde. Ça tombe bien, on me la donne en mètres par seconde. Donc multiplié par 10 au carré. Donc c'est égal à 1 demi de 90 fois 100, 9000, égale à 4500. Donc l'énergie cinétique d'Usain Bolt est de 4500 joules. Ok. Maintenant, petit 2, calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1,5 tonnes qui roule à 110 km/h. Alors, ben là, du coup, on a des tonnes, nous on veut des kilogrammes, et on a des km/h, nous on veut des mètres par seconde. Donc il va falloir déjà commencer par convertir les tonnes en kilos et les km/h en mètres par seconde. La difficulté, elle est là, tout simplement. Et après, il nous suffira de remplacer, comme on l'a fait pour Usain Bolt, la masse et la vitesse. Donc 1,5 tonnes, je vous rappelle qu'une tonne, c'est quoi? C'est 1000 kg. Donc 1,5 tonnes, c'est 1500 kg. Et 110 km/h, ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'il fait 110 km en 1 heure. Donc il fait, ça correspond à 1000, ça fait quoi ça? 110 000 mètres en 3600 secondes. D'accord? Donc si je divise 110 000 par 3600, je vais trouver combien il fait de mètres par seconde. Donc 110 000 divisé par 3600,
je trouve. Donc c'est environ égal à 30,6 mètres par seconde. D'accord? Donc l'énergie cinétique de la voiture de 1,5 tonnes qui roule à 110 km/h, elle est égale à 1,5 de 1500 multiplié par, donc la vitesse au carré, 30,6 au carré. Et donc c'est égal à 702 270. Donc, l'énergie cinétique de la voiture est 702 270 joules. On va le mettre, ça se met, l'unité c'est J en fait, les joules. Ou 702 kilojoules en fait. Il y a aussi les kilojoules, etc. Voilà. Le 77 à présent. Donc on me dit, le prix normal de vente des articles MP3 inclut une marge de bénéfice de 37,5%. Une marge de bénéfice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne achète l'article MP3, elle calcule 37,5% du prix d'achat, elle les ajoute, et elle le revend, le prix qu'elle l'a acheté, plus 37,5% du prix qu'elle l'a acheté. Le prix sans cette marge est appelé prix de gros. Les formules ci-dessous présentent-elles une relation correcte entre le prix de gros noté G et le prix de vente noté V? Justifiez la réponse. Donc, est-ce que, formule numéro 1, V, donc le prix de vente, égale G plus 0,375. Est-ce que c'est une formule juste ou pas? Eh bien non, puisque en fait, les 0,375 là ne dépendent de rien du tout. Il faudrait qu'il y ait quelque chose là, que ça multiplie par quelque chose, qu'on multiplie par quelque chose. Donc celui-là, c'est pas bon. Non. La deuxième, G, donc le prix de gros, c'est-à-dire celui sans la marge, serait égal à V, le prix de vente, moins 0,375 fois le prix de vente. Donc, or, on a dit que le pourcentage, il n'était pas pris par rapport au prix de vente, mais le pourcentage, il est pris par rapport au prix de gros. Donc, toujours pas bon. Donc non, c'est pas bon. Ensuite, la formule numéro 3, on nous dit le prix de vente est égal à 1,375 fois le prix de gros. On verra. Et le deuxième, on nous dit G égale 0,625 fois le prix de vente. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va le calculer, comme ça on va vérifier. Parce qu'en fait, celle-là, c'est pas ça, hein, puisqu'en fait, nous, on ne veut pas le prix de gros n'est pas en fonction du prix de vente, c'est plutôt le prix de vente qui est en fonction du prix de gros. Bon, même si ça marche dans les deux sens, mais le calcul n'est pas le même. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va le calculer. On va dire que le prix de vente, donc le prix de vente, c'est égal au prix de gros, d'accord? Plus, quand on calcule un pourcentage, je vous rappelle, hein, on l'a vu dans les proportionnalités, c'est T sur 100. T sur 100, donc 37,5 sur 100. Donc 37,5 sur 100 multiplié par G. D'accord? Là, je ne mets plus à le multiplier, on est d'accord, on ne le met pas entre un nombre et une lettre. Hein. Donc c'est G plus 37,5 sur 100 fois G. Donc c'est égal à G plus, donc ça c'est quoi? 0,375 G. Donc c'est 1G plus 0,375G, donc c'est égal à 1,375 G. Donc V égale 1,375G, et c'est bien la formule qu'on a là. Ok? Donc ça, vous le reprenez hein, tranquillement à tête reposée. Et on finit par le 83 et on s'arrêtera là sur cette vidéo. À nouveau de l'éolienne et du calcul de puissance. C'est bien ça, moi j'aime bien. La puissance électrique fournie en watts par une éolienne est donnée par la formule P, donc c'est la puissance électrique, P est égale à 0,14 fois D au carré fois V au cube. Où D, c'est le diamètre du rotor. Le rotor, c'est quoi? C'est ce qui tourne en fait, hein. C'est la partie qui tourne sur un moteur électrique, enfin sur une génératrice. Et V, c'est la vitesse du vent. D'accord? Forcément, plus le rotor
est gros, plus la puissance est grosse, et plus le vent est important, et plus la puissance est grosse, puisque plus vite l'éolienne va tourner, forcément. L'Aliade 150, c'est une éolienne géante dont le rotor a un diamètre de 150 mètres et qui fournit sa puissance maximale pour un vent de 12 mètres par seconde. Calculez cette puissance maximale. Donc, on va tout simplement remplacer D, le diamètre, par 150, puisqu'on nous le propose en mètres. Et V, 12 mètres par seconde, c'est aussi en mètres par seconde, donc on va le remplacer par 12, la puissance maximale pour le vent. Donc, il fournit sa puissance maximale. Donc, 0,14 multiplié par 150 au carré, multiplié par 12 au cube. Alors, si je fais le calcul, c'est égal à 0,14 fois 150 au carré fois 12 puissance 3. Ça fait 5 443 200. Donc, 5 443 200, la puissance. Donc, la puissance maximale. Est de 5 443 200 watts. Tiens, un petit rappel du chapitre précédent. Si je voulais le mettre en écriture scientifique, ça, comment je ferais? Alors, on a dit que l'écriture scientifique, c'est un seul chiffre avant la virgule compris entre 1 et 10, donc ce serait 5. Donc je vais mettre 5,4432 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 puissance 6 watts, d'accord? Ou aussi, je pourrais dire, c'est égal à 5,4432, pas un M minuscule, mais un M majuscule pour dire mégawatts. 10 puissance 6, c'est méga, d'accord? Donc ça ferait, elle fait 5,4432 mégawatts, la puissance maximale. Ensuite, ça c'était pour le petit 1, pour le petit 2. Les 58 réacteurs nucléaires français fournissent ensemble une puissance de 62 400 MW. Tiens, on nous le rappelle, là, 1 MW égale 1 million de watts. Combien faudrait-il d'éoliennes fonctionnant à pleine puissance pour remplacer ces réacteurs nucléaires? Alors, on va faire le calcul, on va tout simplement diviser 62 400 par 5,4432. Donc 62 400 divisé par 5,4432. Donc ça, c'est égal à 11 463,84. Donc il faudrait à peu près 11 464 éoliennes. Alors ça, ce serait juste pour remplacer les 58 réacteurs, enfin si on le faisait qu'en éolien, mais on peut le faire aussi avec des barrages, etc. Donc c'est pas non plus... C'est sûr que ça fait énorme comme ça, mais c'est comme ça. Bref, voilà, donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, hein, puisque c'est quand même... il y a quand même pas mal d'exercices, donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre le temps de les faire correctement, pour pouvoir vraiment appréhender les choses, appréhender le calcul littéral de manière très efficace pour la suite, puisqu'on va avoir d'autres, au niveau des autres réjouissances, au niveau des autres notions qu'on va découvrir, seront quand même aussi assez importantes et assez compliquées. Donc il faut vraiment que ce qu'on vient de voir là, vous l'ayez bien intégré. Donc prenez le temps de le faire, puisqu'après, on aura quand même pas mal de choses. Voilà, sinon, bon courage et à bientôt.